Je vous propose maintenant d'approfondir notre exploration de ce sujet en nous intéressant aux outils disponibles pour nous aider à agir favorablement sur la santé dans les projets d'aménagement. Et pour cela, je vous remercie d'accueillir Clément Deloli, qui est ingénieur d'études urbanisme santé au département santé, environnement, travail et génie sanitaire de l'École des hautes études en santé publique. Les travaux dont vous allez nous parler portent un joli nom qui s'appelle Isadora. Est-ce que vous pourriez commencer par nous donner la signification de cet acronyme ? Oui, bien sûr, ça veut dire intégration de la santé dans les opérations d'aménagement. Donc voilà. Donc je vais effectivement vous présenter ce projet qu'on mène actuellement donc à l'EHESP. Pour vous présenter les objectifs généraux de ce projet, les acteurs qui y sont associés, les réflexions issues de nos travaux, et puis un extrait de, l'esprit et un extrait du contenu du futur livrable qui est associé à ce projet. Alors d'abord, l'objectif principal de ce projet, c'est d'élaborer des documents, des outils à destination des professionnels de l'aménagement pour les accompagner dans l'élaboration d'opérations d'aménagement favorables à la santé. Ça, c'est vraiment l'objectif principal. Les objectifs secondaires sont de synthétiser les connaissances scientifiques sur les liens entre choix d'aménagement, déterminants de santé et santé, pour pouvoir développer un argumentaire solide qui soit basé sur des données probantes. Autre objectif, c'est bien sûr d'identifier les opportunités, d'intégrer les enjeux de santé de façon opérationnelle au cours de l'élaboration d'une opération d'aménagement. Tout ça en prenant en compte un large panel de déterminants de la santé et dans un but de réduction des inégalités de santé. Les cibles des futurs livrables associés à ce projet, je vous l'ai dit, ce sont d'abord les professionnels de l'aménagement qui portent la responsabilité d'une opération d'aménagement, donc notamment les chargés d'opération, mais aussi tous les autres acteurs qui sont amenés à intervenir au cours d'une opération d'aménagement, donc bureau d'études, maîtres d'œuvre, élus, professionnels de la santé publique également, qui sont de plus en plus amenés à donner des avis, etc. Donc voilà pour les objectifs et les cibles des futurs livrables associés à ce projet. Alors maintenant, les acteurs qui sont associés à ce projet, donc on a d'abord l'équipe projet, donc composée de l'EHESP, de l'Agence d'urbanisme de Bordeaux Métropole Aquitaine et de la Fédération nationale des agences d'urbanisme. Donc on peut souligner l'interdisciplinarité de cette équipe, puisqu'on rapproche les disciplines de la santé, de l'environnement et de l'aménagement. Donc on a vu que c'était quelque chose de nécessaire à la mise en œuvre du concept d'urbanisme favorable à la santé, donc voilà, on est dedans. Ensuite, les financeurs donc, sont le ministère de la Santé, le ministère de l'Environnement et l'ADEME. Donc là aussi, un cofinancement qui fait acte d'une volonté de décloisonner des secteurs qui habituellement sont un peu éloignés. Et puis pour mener à bien ce projet, l'équipe projet a tenu à associer l'ensemble des professionnels concernés à l'élaboration des documents futurs. Donc nous avons monté un groupe de travail national et là aussi interdisciplinaire, intersectoriel. Donc un groupe de travail qui s'est réuni à plusieurs reprises au cours du projet et qui est composé, vous le voyez, de professionnels de l'aménagement, donc d'aménageurs publics et d'un promoteur, d'agents des collectivités, donc là aussi des services santé, des services environnement et des services environnement, et puis également des élus, et puis de différents partenaires, de différentes structures, là aussi encore une fois, d'environnement, de santé et d'aménagement. Donc vous l'aurez compris, le maître mot des acteurs qui sont associés à ce projet, c'est vraiment l'interdisciplinarité, l'intersectorialité. Et donc l'objectif de ces groupes de travail, en plus de bâtir une thématique de mettre une thématique de réseau autour de la thématique urbanisme et santé, c'était de bâtir des lieux de co-construction de la réflexion pour s'assurer que les documents finaux vont être appropriables par les professionnels visés. Donc voilà pour les acteurs associés. J'en viens maintenant vraiment au projet en tant que tel. Alors c'est un projet qui a commencé en juillet 2017 et qui n'est pas encore fini. Et il y a deux phases qui régissent ce projet. La première phase, c'était une phase exploratoire, donc qui a duré 1 an, et qui a alterné entre des temps de production de l'équipe projet et des temps de confrontation et d'échange avec les membres du groupe de travail.
Et il y a eu plusieurs buts à cette phase exploratoire. La première, c'était de délimiter les différents périmètres de ce projet Isadora. Donc à savoir quel est le type d'opération d'aménagement qu'on va traiter, et puis quelle est la définition, l'approche de la santé, quels sont les déterminants de la santé qu'on prend en compte. Alors pour les opérations d'aménagement, on s'est mis d'accord sur le fait qu'on traite les opérations d'aménagement qui présentent une certaine complexité au niveau de leur envergure, de leur programmation, et donc qui représentent des territoires de vie assez importants pour les populations. Pour la santé, on se situe bien sûr dans cette approche globale et positive de la santé qui vous a été présentée tout à l'heure, en considérant que l'état de santé va être la résultante du cumul d'expositions de plusieurs déterminants de la santé. Des déterminants de la santé qui sont relatifs à la qualité des milieux, donc on a ici la qualité des sols, la biodiversité, la qualité de l'air et la qualité et la gestion de l'eau. Des déterminants relatifs au cadre de vie, donc on a ici les champs électromagnétiques, la température, l'environnement sonore, la sécurité et la luminosité. Des déterminants relatifs à l'environnement socio-économique, donc le fait d'avoir des opportunités d'interaction sociale, l'accès à l'emploi, aux services, aux équipements, dont ici l'offre aux services socio-sanitaires, et puis des déterminants de santé relatifs au style de vie, donc les compétences individuelles, les revenus, l'activité physique et l'alimentation. Et il y a, comme ça vous a été présenté tout à l'heure, parmi tous ces déterminants, des facteurs de risque et des facteurs de protection. Et donc, lorsqu'on parle d'urbanisme favorable à la santé, nous, ce qui va nous occuper, c'est de pousser à faire des choix qui vont maximiser l'exposition des populations aux facteurs de protection et minimiser l'exposition des populations aux facteurs de risque. Donc voilà pour cette approche de la santé par les déterminants de la santé, on prend en compte 15 déterminants de la santé. Ensuite, deuxième objectif de cette phase exploratoire, c'était de comprendre, d'analyser et de synthétiser, sur la base de la littérature scientifique, les liens entre choix d'aménagement, déterminants de santé et santé. Ce travail a donné lieu à l'élaboration... Bon, c'est pas grave, il y a des flèches qui sont parties en haut. À l'élaboration de ce type de représentation graphique, donc qui ici représente l'impact des choix d'aménagement ici sur l'espace public, sur nos différents déterminants de santé que je viens de vous présenter, et donc sur la santé. Donc ça permet, donc, en adoptant cette vision globale de la santé, en prenant en compte tous ces déterminants de la santé, de se rendre compte de la multiplicité des impacts des choix de conception ici donc des espaces publics sur la santé. Et on a reproduit ce type de représentation pour d'autres thématiques d'aménagement que sont la mixité fonctionnelle, donc les espaces publics ici, la configuration des îlots et les espaces verts et bleus. Donc ce qui fait qu'avec ce travail, on a une idée un peu précise de l'impact des choix d'aménagement sur ces différentes thématiques d'aménagement sur la santé. Et puis, troisième objectif de cette phase exploratoire, ça a été de clarifier cette notion d'opération d'aménagement. Ce travail a donné lieu à l'élaboration d'un cadre théorique d'une opération d'aménagement, où nous venons représenter les différentes phases qui composent une opération d'aménagement. Donc vous voyez ici de la décision de faire à la gestion, en passant par l'initiation, la conception, etc. Donc sur des temporalités qui peuvent aller de quelques années jusqu'à 25-30 ans. Et pour chacune de ces phases, nous sommes venus identifier les acteurs et les différentes étapes qui viennent intervenir dans ces phases. Donc, par exemple, la décision de faire va commencer avec une commande politique des élus. Ensuite, il va y avoir une activité de pré-diagnostic du site. Ensuite, une activité de pré-programmation. C'est là qu'on va mettre en place les éléments de concertation et de participation. Ensuite, on a la phase initiation avec notamment l'élaboration des études préalables. Ensuite, la phase conception avec notamment l'élaboration du plan guide. La phase montage avec l'élaboration des différents cahiers des charges, des fiches de l'eau, la consultation des opérateurs, l'analyse des candidatures des opérateurs. Une phase de réalisation avec les différents travaux. Une phase plutôt administrative de clôture. Et puis une phase de gestion avec des démarches d'évaluation et d'éventuels ajustements du projet. Donc on a comme ça une frise d'une opération d'aménagement avec les différentes étapes et avec les modalités d'implication des différents acteurs qui viennent intervenir dans l'opération d'aménagement. Donc à l'issue de cette phase exploratoire, nous sommes venus identifier 3 axes, 3 piliers sur lesquels doit reposer un urbanisme opérationnel favorable à la santé. Le premier de ces axes, c'est l'axe conception du projet d'aménagement. C'est un axe qui est basé sur notre travail d'identification des liens entre choix d'aménagement, déterminants de santé et santé. Et donc, cet axe nous permet d'identifier
des variables d'aménagement. Donc quand je parle de variables d'aménagement, ça peut être les matériaux au sol, la hauteur des bâtiments, etc. Ça concerne l'intervention sur l'espace urbain. Donc cet axe nous permet d'identifier des variables d'aménagement qui constituent de véritables leviers à actionner pour impacter positivement la santé des populations. Donc en agissant sur l'espace urbain, on peut impacter positivement la santé des populations. Deuxième axe de cet urbanisme opérationnel favorable à la santé, c'est l'axe processus d'élaboration du projet. Donc c'est l'axe qui a plus trait au travail sur la notion d'opération d'aménagement, donc en s'intéressant à la gouvernance de l'opération, à sa temporalité, aux modalités d'implication des différents acteurs. Et donc cet axe nous permet finalement de savoir avec quels acteurs et à quel moment de l'opération les différents leviers qu'on a identifiés dans le premier axe peuvent et doivent être actionnés. Et puis troisième axe, l'urbanisme opérationnel favorable à la santé se donne comme objectif prioritaire la réduction des inégalités sociales, environnementales et territoriales de santé, notamment par le biais de diagnostics de santé. Donc ces trois axes qui sont vraiment le fruit de notre phase exploratoire, de la phase exploratoire du projet. Ces trois axes vont vraiment guider la manière dont on va structurer le livrable final. Alors justement, j'en viens à ce livrable final, donc qui sera normalement disponible, je ne l'ai pas dit, fin 2019. Donc le livrable final va être composé en deux parties. D'abord, une explicitation des liens de causalité entre choix d'aménagement, déterminants de santé et santé, donc toujours pour bâtir cet argumentaire santé. Donc je ne reviendrai pas sur cette première partie dans la suite de ma présentation, et je vais me concentrer sur la deuxième partie, qui est un outil opérationnel structuré autour de 15 clés opérationnelles, donnant chacune lieu à une fiche support. Alors, je m'explique, une clé opérationnelle, c'est un grand objectif à remplir pour faire en sorte qu'une opération d'aménagement soit favorable à la santé. Je vais vous donner des exemples après. Et donc ces grands objectifs, il s'agit de grandes recommandations transversales qui ont un caractère concret et intégré, puisqu'on développe des objectifs de promotion de la santé bien sûr, mais aussi d'adaptation au changement climatique, de développement durable, etc. On se situe vraiment dans notre approche, enfin nos principes clés de l'urbanisme favorable à la santé, en intégrant ces différentes questions. Et donc chaque clé opérationnelle va impacter plusieurs déterminants de la santé. On n'a pas une clé opérationnelle pour un déterminant de la santé, va concerner plusieurs thématiques d'aménagement et plusieurs catégories de la population. Et on a réparti ces clés opérationnelles en deux catégories. On a d'abord 3 clés de processus, donc qui, pour faire référence à notre schéma d'avant, ont trait à l'axe processus d'élaboration de l'opération. Et donc ces clés-là vont traiter de la manière de mener à bien une opération pour s'assurer que les enjeux de santé soient bien intégrés aux différentes étapes d'élaboration de l'opération d'aménagement. Donc on va y traiter des questions de gouvernance, de participation, etc. Et on a 12 clés de conception, donc qui ont trait à l'autre axe, l'axe conception du projet d'aménagement, et donc là qui vont traiter des choix à réaliser sur différentes variables d'aménagement pour impacter positivement les différents déterminants de la santé. Donc là, ils seront traités les choix à réaliser sur les espaces publics, sur les espaces verts et bleus, sur les îlots, etc. Donc si vous voulez, pour faire la différence entre les deux types de clés opérationnelles, les clés de conception sont spatialisables, elles concernent l'intervention sur l'espace urbain, et les clés de processus ne sont pas spatialisables, elles concernent la manière de mener à bien une opération d'aménagement. Donc voilà, on a 15 clés opérationnelles, et c'est finalement un hasard qu'on ait 15 déterminants de santé et 15 clés opérationnelles, on n'a pas une clé opérationnelle pour un déterminant de la santé. Alors pour rentrer un peu plus en détail, pour vous expliquer un peu mieux les choses, je peux vous expliquer comment s'articulent les différentes clés opérationnelles entre elles, et donc comment va fonctionner cet outil Isadora. Donc je vous le disais, on a 3 clés de processus donc, qui concernent la manière de mener à bien une opération d'aménagement. La première de ces clés à mettre en œuvre, c'est la clé qu'on a nommée instance santé, et qui consiste en la mise en place d'une instance santé qui soit intégrée à la gouvernance de l'opération, qui soit mobilisée tout au long de l'opération, et qui aura plusieurs missions. Plusieurs missions dont acculturer l'ensemble des acteurs étant amenés à intervenir dans l'opération aux enjeux de santé publique et au concept d'urbanisme favorable à la santé, prendre en charge l'élaboration de clauses santé à intégrer dans les différents cahiers des charges de consultation au cours de l'élaboration d'une opération d'aménagement pour s'assurer de la diffusion de cette approche envers tous les acteurs,
favoriser l'interdisciplinarité et l'intersectorialité entre différents services. On a vu que c'était quelque chose de nécessaire, encore une fois, à la mise en œuvre de l'UFS. Et puis accompagner et veiller à la mise en œuvre des autres clés de processus, qui sont la clé concernant la mobilisation de données de santé, dans le but de dresser des portraits de l'état de santé des populations concernées par l'opération d'aménagement, donc dans le but de prioriser certains enjeux de santé et donc d'enrayer des inégalités de santé. Et puis, autre clé de processus, la clé concernant les démarches participatives qui permettent aux habitants d'exercer un plus grand contrôle sur leur environnement, c'est vraiment un objectif de promotion de la santé, et puis également qui permet de recueillir des données de santé perçues, et donc qui peuvent nourrir ces portraits de santé. Donc la mise en œuvre de ces 3 clés de processus va permettre à la fois, comme je le disais, de s'assurer que les enjeux de santé sont bien intégrés aux différentes phases de l'opération d'aménagement, mais aussi d'ajuster les choix de conception et d'aménagement au contexte sanitaire de l'opération. Et en particulier, les portraits de santé réalisés, en identifiant certains enjeux de santé comme prioritaires, vont aider à la priorisation de la mise en œuvre de telle ou telle clé de conception. Les clés de conception donc, qui concernent plusieurs thématiques que voici. Donc on en a une sur l'exposition des populations aux polluants et nuisances, une sur la cohésion sociale, une sur la qualité des logements, sur les mobilités actives et les personnes à mobilité réduite, sur l'accessibilité à l'emploi, aux services et aux équipements, sur la perception sensorielle du lieu et d'identité du lieu, sur les fonctions sociales des espaces d'interface et des espaces communs au sein des îlots et des bâtiments, sur les espaces publics, sur les espaces verts, sur l'agriculture urbaine, sur les îlots de chaleur urbains et sur la gestion des eaux pluviales. Donc tous ces items sont donc, autant de clés de conception où nous venons identifier à la fois des bonnes pratiques d'aménagement pour impacter positivement la santé des populations et des préconisations opérationnelles, vous allez le voir, pour aboutir à ces bonnes pratiques. Et donc dans chacune de ces clés de conception, nous intégrons plusieurs déterminants de la santé, donc parmi ceux que je vous ai présentés tout à l'heure, dans le but toujours de maximiser l'exposition des populations aux facteurs de protection et de minimiser l'exposition des populations aux facteurs de risque. Donc je le répète, on n'a pas une clé pour un déterminant de la santé. Et donc les aménageurs, avec toutes ces clés, auront un beau trousseau de clés. Ils seront vraiment outillés avec des bonnes pratiques et des préconisations opérationnelles qu'il s'agira de mettre en œuvre à toutes les étapes de la vie de l'opération pour aboutir à cet urbanisme opérationnel favorable à la santé. Donc voilà comment s'articulent nos différentes clés opérationnelles entre elles et donc comment va fonctionner cet outil Isadora. Alors maintenant, pour rentrer encore plus en détail, je peux vous exposer un extrait du contenu d'une de ces fiches, notamment celle sur les mobilités actives et les personnes à mobilité réduite. Donc d'abord, voici l'intitulé de cette clé de conception. Donc concevoir un projet favorable aux mobilités actives et aux personnes à mobilité réduite en termes de sécurité, d'accès de proximité aux services et aux équipements, de continuité, d'ergonomie et de lisibilité de l'espace. Alors donc je le répète, chaque clé opérationnelle donne lieu à une fiche support. Donc là, je vais vous exposer un extrait de cette fiche support sur cette clé opérationnelle. Donc dans cette fiche support, on va tout de suite préciser que l'enjeu de cette clé est notamment de réaliser des choix de programmation et de conception qui donnent des opportunités de déplacement actif et qui favorisent l'accessibilité de toutes et tous aux équipements et aux services au sein et en dehors du projet. Ensuite, on va venir définir les termes utilisés dans la clé, donc mobilité active, personne à mobilité réduite, etc. Et puis, on va rappeler le lien que cette clé opérationnelle-là a avec la santé. Et donc là, en l'occurrence, ce sont les déterminants de santé qui sont impactés par cette clé opérationnelle-là, sont le déterminant de santé activité physique, en promouvant les mobilités actives, le déterminant de santé sécurité en offrant des conditions de sécurité pour se déplacer activement, le déterminant de santé interaction sociale puisqu'il est prouvé qu'un environnement marchable est un environnement favorable aux interactions sociales, le déterminant de santé accès à l'emploi aux services et aux équipements puisqu'on favorise les liaisons entre les différentes fonctions urbaines, le déterminant de santé compétences individuelles en jouant sur la lisibilité de l'espace, et puis d'une manière secondaire, les déterminants de santé qualité de l'air et environnement sonore, puisque du même coup on minimise, enfin en tout cas on souhaite minimiser l'utilisation des véhicules motorisés.
Donc vous voyez l'importance d'adopter cette vision globale de la santé, puisqu'on se rend compte de l'impact sur plusieurs déterminants de la santé qui appartiennent pas forcément à des ordres, enfin là on a des déterminants de santé environnementaux, mais aussi socio-économiques et individuels. Et donc ensuite, toujours donc dans la suite de la fiche, on vient reproduire un modèle logique sur la base de ce que je vous ai montré tout à l'heure, qui vient rappeler les mécanismes de mise en lien entre nos différentes thématiques d'aménagement, donc mixité fonctionnelle, îlots, espaces verts et bleus et espaces publics, donc les liens entre nos thématiques d'aménagement et les déterminants de santé et la santé. Et pour chacune de ces thématiques d'aménagement, on va venir donner plusieurs bonnes pratiques d'aménagement, donc toujours dans le but d'impacter positivement les déterminants de la santé. Donc par exemple pour la thématique mixité fonctionnelle, on vient dire rendre accessibles les bureaux, commerces et transports en commun par des modes actifs via des aménagements spécifiques comme des parkings vélos dédiés. Ensuite, donc toujours dans la fiche support, on vient donner l'étape de l'opération d'aménagement où cette bonne pratique doit être entérinée. Donc là, en l'occurrence, c'est au moment d'élaboration du plan guide, du cahier des charges des espaces publics et des fiches de l'eau qu'on doit penser à entériner cette bonne pratique. Et puis, on vient donner une illustration de ce que cela peut donner par une photo. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de cheminement doux amenant à un arrêt de transport en commun. Ensuite, toujours dans la même fiche support, on passe à une autre thématique d'aménagement, donc à savoir celle ici de l'îlot. Et donc on vient donner là aussi des bonnes pratiques d'aménagement. Donc là en l'occurrence, pour cette thématique îlot, éviter le stationnement et limiter les accès aux voitures au sein de l'opération et relier les différents îlots par des voies douces de desserte. On vient donner encore une fois l'étape où cette bonne pratique doit être entérinée, donc au moment du plan guide et des fiches de l'eau. Et on vient illustrer cela, donc ici par des cheminements piétons entre des îlots et par un parking silo mutualisé en périphérie d'un quartier. Etc., etc. On continue pour toutes les thématiques d'aménagement, donc pour espace public et espace vert et bleu. Et à chaque fois, on ne vient pas donner une seule bonne pratique, mais plusieurs. Ensuite, toujours donc dans la même fiche, on vient donner des préconisations opérationnelles pour permettre l'émergence de ces bonnes pratiques. Donc on ne se contente pas de dire il faut faire ça, on va se référer donc à notre cadre théorique d'une opération d'aménagement, donc qui reprend les différentes étapes, les différentes phases, pour donner étape par étape, ou en tout cas des étapes jugées clés, des orientations concrètes, des préconisations opérationnelles. Donc là, en l'occurrence, toujours pour cette clé concernant les mobilités actives et les personnes à mobilité réduite, on vient dire que lors de la prise en compte des documents de planification, il faut venir identifier des éventuelles préconisations ou des prescriptions dans les documents relatifs aux mobilités, donc PLU, PDU, etc. Lors de l'étape du prédiagnostic, venir évaluer les sources potentielles de nuisances en termes de qualité de l'air ou de bruit pouvant affecter négativement le développement des modes actifs. Dans l'élaboration des études préalables, à la fois analyser l'armature existante, c'est-à-dire les infrastructures de transport, les attracteurs de quartier, les points de repère visuels qui peuvent aider à la mobilité douce, et également les freins à la mobilité active, avec toujours les nuisances potentielles, des problèmes liés à l'aménagement en cas de renouvellement urbain, etc. Ensuite, lors de la programmation, venir fixer des grandes orientations en termes de mobilité active, donc en termes de voies cyclables, de voies douces, etc., de voies piétonnes. Lors de l'élaboration du plan guide, on vient dire qu'il faut dessiner le tracé des voies de sorte à les appuyer sur des points de repère visuels identifiés, veiller à isoler les voies de cheminement doux des grandes infrastructures routières, et puis bien sûr intégrer les bonnes pratiques qu'on a développées dans la fiche support qui sont à intégrer à ce moment-là, à cette étape-là de l'opération. Et puis lors de l'élaboration des cahiers des charges, on vient dire qu'il faut dissocier les voies piétonnes et les voies cyclables, porter attention à l'ergonomie de l'espace, prendre en compte l'échelle du piéton, et puis là aussi intégrer les bonnes pratiques qu'on a développées dans la fiche support et qui sont intégrées à ce moment-là. Donc voilà pour ces préconisations opérationnelles où on se réfère à la temporalité d'une opération. Et puis ensuite, toujours dans la fiche, donc dernière partie, nous mettons à disposition à l'instance santé, donc je vous rappelle la première des clés de processus à mettre en œuvre, nous mettons à disposition à cette instance santé une grille d'évaluation de la mise en œuvre de la clé, qui va reprendre en ligne les différentes bonnes pratiques à intégrer dans l'opération, et en colonne les différentes étapes où ces bonnes pratiques doivent être entérinées. Donc ça permet à l'instance santé de faire un suivi de la prise en compte de la santé tout au long de l'opération.
Et puis, je ne l'ai pas dit là, mais dans la fiche support, il y aura également une liste de structures mobilisables sur le sujet évoqué par la clé, et ainsi qu'une liste de guides qui existent déjà, puisque voilà, il y a déjà beaucoup de choses qui existent sur les différentes thématiques, donc on va renvoyer aussi à ça. Donc voilà pour l'exemple, pour un exemple du contenu d'une fiche support, d'une clé de conception. Donc en synthèse, ce qu'il faut retenir de ce projet, de nos travaux, donc je le rappelle, les livrables seront mis à disposition en décembre 2019. Donc c'est qu'on adopte cette vision globale et positive de la santé, donc permettant la prise en compte d'une multitude de facteurs négatifs comme positifs impactant la santé des populations. C'est qu'on va apporter un argumentaire santé à des bonnes pratiques qui, vous l'avez vu, peuvent paraître assez classiques, mais où ici on se rend compte bien souvent de l'impact sur plusieurs déterminants de la santé. Donc c'est ça qui est le message important finalement. Donc c'est pour ça qu'il est important d'adopter cette vision large de la santé. Et puis c'est qu'on essaye le plus possible de s'adapter aux pratiques des aménageurs en faisant référence à ce cadre théorique d'une opération d'aménagement, donc à la frise des différentes étapes. Alors même si on sait que ce n'est pas parfait, puisque chaque opération est différente, chaque structure a sa manière de travailler, on a essayé dans ce cadre théorique de faire référence à des étapes qu'on retrouve de manière récurrente dans les différentes opérations. Et donc l'outil opérationnel donc, l'outil comprendra 15 fiches support donc, qui traitent à la fois de la manière de mener à bien une opération, mais aussi des choix de conception et d'aménagement à réaliser, avec l'identification de bonnes pratiques d'aménagement ainsi que des étapes de l'opération où ces bonnes pratiques doivent être entérinées, et puis avec un ensemble de préconisations opérationnelles à des étapes jugées clés de l'opération pour aboutir aux objectifs de chacune des clés opérationnelles. Et donc toujours, je le répète, dans le but de maximiser l'exposition des populations aux facteurs de protection et de minimiser l'exposition des populations aux facteurs de risque. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Clément Deloli. Donc cet outil est un guide, vous l'avez bien compris, et il sera disponible en fin d'année. C'est une bonne nouvelle pour nous tous. Merci.